Merci à vous d'être connectés. On va attendre un peu les petits derniers retardataires. On fait les derniers réglages techniques. Puis, pour 30 minutes de discussion et de présentation sur la notion de design thinking. Voilà, c'est fait par Vaelia et notre confrère et partenaire Emmanuel Mouclier, entrepreneur et businessman, qui nous présentera sa vision et son approche du design thinking. Voilà. Pourquoi avoir fait aujourd'hui un webinaire sur la question du design thinking? C'est une question assez simple et complexe à la fois. Pour faire très clair, pour ma part, je suis tombé dans la notion de design thinking un petit peu par accident, par des connaissances qui ont fait que j'ai trouvé ça très intéressant. Au-delà de ça, on se rend compte, nous, aujourd'hui, chez Vaelia, que pour beaucoup d'entreprises, la notion... Attendez, petit réglage caméra. Voilà. La notion d'innovation, pendant très très longtemps, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, a été tournée sur un mélange de technologies. Typiquement, quand on parlait innovation à une époque, on pouvait parler des poêles Tefal, qui étaient un mélange entre la poêle de grand-mère et les nouveaux métaux, qui fait la poêle Tefal. C'est une innovation qu'on a pu qualifier de technologique et de produit, qui a demandé beaucoup d'investissement. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin de trouver une innovation rapide, et frugal. Quand je dis frugal, c'est que l'investissement ne veut pas uniquement être un investissement technologique. Il faut que ce soit un investissement, on va dire, d'idées et qui soit le plus efficient possible. Et c'est là où la démarche design thinking, avec son approche centrée sur l'user ou le consommateur, on va pouvoir voir, a du sens. J'ai Monsieur Mallet qui me pose une question. Vous n'avez pas l'audio. Vous n'avez pas l'audio. D'accord. Monsieur Boursier, vous avez pourtant l'audio, vous, de votre côté? Ouais. Monsieur Boursier confirme qu'il a l'audio. Oui, peut-être dans ce cas-là, il faut se connecter. Il faut également appeler le numéro de téléphone Alors, monsieur, qui est ah oui. inscrit dans la confirmation. Carole, est-ce que tu peux essayer de contacter monsieur Mallet sur le chat pour lui faire un message? C'est possible? Oui, du coup, s'il n'a pas d'audio, oui, ok. Voilà. On vous a pas oublié, monsieur Mallet, on arrive. Donc, l'idée que je disais, voilà, c'est que comment aujourd'hui innover sans aller sur des investissements lourds et à un temps de recherche et développement qui soit long. Une des hypothèses et des solutions qu'on va vous proposer aujourd'hui et qui s'adaptent aussi bien aux grands groupes qu'aux petites structures, c'est la notion de design thinking. Sur ce, je laisse Emmanuel un petit peu prendre la main et en discuter plus en détail. Merci. D'accord. Ce que l'on va faire, c'est que pour la gestion de la présentation, voilà, c'est bon. Et en effet, avec Guillaume, on va subtilement se faire des petits codes secrets quand je lui demanderai d'avancer. Alors, reviens en arrière d'un petit clic, s'il te plaît, avant de nous montrer ce superbe coup de chou de mon grand-père. Voilà. En effet, dans cette demi-heure, on ne va pas, un, refaire le monde, deux, faire de la théorie, on va essayer d'être très pragmatique sur qu'est-ce que moi, chef de produit, moi, entrepreneur, moi, responsable d'innovation, moi, responsable d'une business unit, qu'est-ce que je dois faire, à quoi je peux penser, quelles sont les armes ou les leviers dont je dispose pour renouveler mon business. Mes clients changent, l'environnement change. On a eu récemment du confinement qui fait que les éléments d'horizon stable, ça n'existe pas forcément. On est obligé de repenser toute sa manière de faire du business. Et Guillaume a employé deux termes importants, c'est l'innovation. On doit renouveler sa manière de travailler avec nos clients, ne serait-ce que parce que nos clients ont évolué. Donc, première chose, quand on va penser innovation, surtout en mode design thinking, c'est en fait, c'est qui mon client, c'est qui mon audience, et c'est de là que doit partir la création de valeur. Deuxième chose, de manière frugale. C'est intéressant parce que un des objets du design thinking, c'est d'être très méthodique dans la créativité pour aller vite, essayer de trouver les bonnes idées et les tester le plus vite possible auprès des utilisateurs. Donc, on va reconnaître, quand je dis ça, c'est toute l'influence de ce qu'on appelle les méthodes agiles, les lean startup, etc. Le but du jeu, c'est pas d'employer des gros mots en anglais, c'est d'être très pragmatique et de disposer d'une boîte à outils méthodologique pour se dire oui, on peut innover, oui, on peut innover de manière somme toute très rapide à partir du moment où on a adopté la bonne démarche et le bon angle d'attaque. Guillaume, si on peut avancer, s'il te plaît.
Donc, ce qu'on va faire pour aller assez vite, et je vais te demander d'avancer deux pas supplémentaires. Voilà. Première chose, ce que disait Guillaume en parlant des poils Tefal, ben moi, je vais vous parler du rasoir. Hein, le coupe-chou de mon grand-père, voilà, c'était une lame qui était dans un superbe, avec un superbe manche en nacre ou en bois, que j'allais faire aiguiser chez l'aiguiseur du quartier. Ça, c'était les années 1900, 1920. Les années 60 est arrivé le rasoir Bic, hein, le rasoir jetable, et l'idée d'un rasoir avec une lame, et puis innovation technique de lame. Je crois qu'aujourd'hui, hein, vous voyez sur le côté droit, on en est à 5 lames sur le rasoir. Je ne pense pas qu'on va faire 6, 7, 8 lames. Enfin, je vois ça difficilement sur mes joues. Par contre, si nous pouvons avancer, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont raisonné et qui ont fait de l'innovation. Eh bien, c'est non pas de faire des nouveaux rasoirs avec 7-8 lames, mais c'est de vous proposer un abonnement pour vous faire livrer les lames de rasoir chez vous. Hein, un peu comme Nespresso et le café, eh bien, c'est Gillette le premier qui l'a fait, Bic a emboîté le pas. Vous avez maintenant des sites, c'est Big Moustache, je crois. Enfin, vous avez des tas de gens qui se sont dit, ben, vous savez, quand on va acheter des lames de rasoir, là je parle plutôt au public masculin, dans un supermarché, ben, c'est compliqué. Parce que les lames de rasoir, ben d'abord, ça vaut très cher, sous un petit volume, et c'est un des objets les plus volés. Donc, quand vous allez dans un supermarché, une supérette, peu importe, eh bien, souvent, les lames de rasoir sont dans une armoire avec une clé, on est obligé de demander au vendeur, etc. L'idée de Bic, Gillette, etc., c'est de dire, ben, finalement, c'est un objet qu'on utilise au quotidien. Ce qu'on vous propose, c'est non pas une innovation technologique, c'est une innovation d'usage. Vous vous faites livrer les lames de rasoir chez vous. D'abord, je trouve ça intéressant. Un, c'était penser non pas sur du produit, mais sur des usages. Deux, eh ben, ça marche. Donc, ça veut dire que ça correspond à une demande latente ou en tout cas un besoin, une nouvelle manière de satisfaire un besoin et qui rencontre un public. Et en fait, l'innovation, pour nous autres qui sommes chefs de produits, développeurs d'applications, et on va voir que le design thinking est une méthode qui peut s'appliquer tant en interne, au niveau des ressources humaines, au niveau des clients, dans tout un tas de domaines. Ce qui est important de voir, c'est qu'on a juste une démarche où on part d'un besoin, de la manière dont les gens vivent ce besoin, et que la création de valeur, la création d'innovation, ce n'est pas celle que moi je décrète, c'est ce qui crée une nouvelle valeur d'usage pour le client. En vérité, l'innovation, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le client qui me dit « ouais, ça c'est nouveau, ça me résout mieux le problème que j'avais avant ». Peu importe que ça soit un nouveau produit ou un nouveau modèle économique, ça me résout mieux ma situation, donc j'aime bien. Il faut pas, un des points de départ, je dirais, du marketing au sens large, mais du design thinking en particulier, c'est le client n'achète pas un produit ou l'utilisateur n'utilise pas une application. Le client résout un problème qu'il a. Et donc, mon boulot à moi, si je veux innover ou lui améliorer sa vie à ce client, c'est de bien comprendre son contexte et quel est vraiment le problème qu'il a. Nous pouvons avancer. Guillaume. Oui, oui. S'il te plaît. Voilà. Je ne vois pas un petit élément technique. D'accord. Oui, quelques 800 km nous séparent, Guillaume et moi. Si par la pensée nous sommes proches. Slide numéro 5. Oui, oui, je vous en faites pas, je me bats avec juste mon petit. Ça devrait être bon. Voilà, excusez-moi. Ah non, ok. Donc, pour finir très rapidement, ces constatations initiales, hein,
innover finalement, c'est pas que du produit, c'est tout un ensemble de choses qui participent d'une offre de valeur. C'est de la relation client, c'est du modèle économique, c'est du produit, c'est beaucoup de choses du moment que cela crée vraiment une différence au niveau de l'utilisateur. En effet, parce que les défis qu'on a à résoudre, c'est est-ce que j'améliore l'expérience de mon utilisateur? C'est important parce que derrière, aujourd'hui, dans ce monde digital dans lequel on est, l'utilisateur, en plus, il fait des commentaires. D'accord? Il est content, il le dit. Il n'est pas content, il le dit encore plus fort. Donc, à nous de bien réfléchir comment gérer cette expérience utilisateur pour avoir ce retour positif. Deuxième chose, c'est qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, digital, c'est-à-dire digital, physique et digital. Donc, une offre de valeur peut supposer des points de contact physiques, puis à un moment donné, il faut aller sur une application mobile, et puis peut-être qu'après, ça va être un point de vente. Donc, on est en train de gérer une manière de se relier avec les clients qui devient de plus en plus complexe. Nous avançons. Troisième chose, c'est que on devient de plus en plus sensible au fait que j'exprime un besoin en tant qu'utilisateur, j'attends un retour immédiat. Ce n'est pas par hasard actuellement, si en temps de confinement, on parle beaucoup de Amazon, de e-commerce. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous commandez quelque chose sur un site web, vous vous êtes habitué à recevoir la livraison peut-être le soir même ou le lendemain, mais pas dans une semaine, pas dans 15 jours. C'est-à-dire que l'accélération de notre univers fait que toute la manière de penser une expérience utilisateur intègre le fait que vous demandez et vous attendez en tant qu'utilisateur, vous attendez un retour le plus vite possible. Pas de tunnel pendant 15 jours, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà. Et dernière chose, en effet, j'ai parlé de digital, on mixe du physique et du digital. C'est-à-dire que l'expérience que les gens vivent, les jeunes générations Z, les générations X, les générations Y, aujourd'hui, on baigne dans tout un environnement et des points de contact qui nous offrent des opportunités, certains pourraient dire, qui nous obligent à repenser la manière dont on résout les besoins des clients. Et c'est vraiment dans ce contexte-là que le design thinking, et pour faire juste un petit peu d'histoire en 2 phrases, ça a vraiment démarré, fleuri dans les années 60, avec des notions de, on fait non seulement du design pour faire des belles choses, mais on se préoccupe des comportements et des usages sous l'influence du marketing. On essaie de faire non pas des belles choses, mais les bonnes choses à faire, qu'elles soient belles, c'est bien, mais qui résolvent le problème de l'utilisateur. Donc, dans les années 60, ça se développe. Bien évidemment, la transformation digitale du monde a accéléré cette prise en compte de la démarche de design thinking, et ce n'est pas un secret, c'est dans la région de San Francisco, comme par hasard, qu'on a vu se développer énormément cette discipline, avec des Apple, des Google, l'université de Stanford, tous les gens qui ont commencé à inventer ou à penser de nouveaux services, mais ce n'est pas là. Aujourd'hui, le design thinking est une discipline méthodologie qui est utilisée dans les grandes entreprises, dans les PME, dans la fonction publique territoriale. Vous avez des démarches de design thinking qui s'appliquent dans tous les domaines. Et nous pouvons avancer. D'accord. Donc, le point de vue du design thinking, c'est non seulement du design, on pense créativité, c'est bien évidemment, s'occuper du besoin, du vécu, du contexte de l'utilisateur pour pouvoir ensuite se dire que si on doit bâtir une offre, il faut non seulement qu'elle réponde à un besoin, mais qu'elle puisse permettre de garantir une viabilité au niveau de l'entreprise. On est dans un régime de être créatif sous contrainte, d'accord? Et le propos de l'innovation, c'est de vraiment pouvoir marier 3 contraintes différentes, désir humain, besoin, envie, attente. 2, est-ce qu'on est capable de construire cette offre, la faisabilité technique? Et 3, si je sais répondre à un besoin d'une façon plus satisfaisante qu'avant, si je suis capable de livrer la promesse, est-ce qu'en même temps, je sais être rentable? Donc, quand on dit design thinking, ce n'est pas
l'image que peuvent avoir certains, on fait des ateliers, on met des post-it sur les murs et on fait du brainstorming. Non, on utilise et on gère les éléments de créativité pour répondre à des questions de business. Donc, c'est à la fois un mélange de créatif et de très rationnel pour pouvoir générer l'offre de valeur. Donc voilà, le champ de contraintes dans lequel le design thinking s'exprime, c'est créer de la valeur, d'innovation, résoudre d'une nouvelle façon des problèmes posés. Et la méthodologie que je vais maintenant détailler en quelques minutes, sans entrer, on ne va pas se transformer en expert du design thinking, mais je voudrais juste vous poser quelques grands jalons là-dessus, c'est de pouvoir le faire de manière méthodique pour être plus créatif et en même temps avoir plus de retour de productivité dans l'innovation, c'est-à-dire avoir plus d'idées et pouvoir trouver les bonnes idées plus vite. Et en vérité, gagner du temps pour pouvoir produire de l'innovation, d'où l'idée de frugalité qu'exposait Guillaume. Nous avançons. OK. Donc, première chose, et ça, je vais marteler un petit peu le sujet parce que c'est vraiment le grand dada du design thinking, c'est que on démarre toujours par la prise en compte, l'étude, une démarche très empathique. Au fait, mon utilisateur, c'est qui? Tu peux passer la séquence, s'il te plaît, voilà, des 6 petits points. Donc, vous voyez, on se fait un canevas d'études et on va prendre le temps de comprendre nos utilisateurs, les différentes catégories d'utilisateurs. D'abord, comment vit-il le problème? Quelle est sa manière de prendre de l'information, de gérer son problème? Qu'est-ce qu'il en pense? Comment il en parle? Et point 5 et point 6, les deux derniers points, c'est finalement dans sa manière de résoudre une situation ou d'utiliser un service, quels sont les points qui l'irritent? Qu'est-ce qui fait que finalement, il utilise mon service, mais faute de mieux? Si je vous dis, par exemple, la SNCF s'est dit, finalement, les gens sont très contents du train. Regardez le taux de fidélité des Français avec le train, avec la SNCF, 100%. Oui, ils étaient tout seuls. Mais aujourd'hui, que la SNCF va se retrouver en concurrence, ils ont commencé à travailler auprès des utilisateurs pour identifier les bonnes, les mauvaises expériences de l'utilisateur avec le train. On va parler des sandwichs, par exemple. Donc, cette première chose, et vous allez voir, je ne rentre pas dans les outils, mais dans la méthodologie de design thinking, il y a un certain nombre d'outils que l'on va utiliser pour formaliser, collecter, formaliser tout un savoir sur les utilisateurs qui va nous permettre d'identifier, quand on a cette image, cette représentation, cette connaissance client, eh bien, où est-ce que l'on pourrait essayer d'apporter une amélioration, une innovation, quelque chose qui améliore en vérité l'offre de valeur et l'expérience de l'utilisateur avec l'offre de valeur. Nous pouvons avancer. Donc, une fois qu'on a cette vision, deuxième chose, c'est maintenant, on va se poser la question, au fait, pour résoudre telle question, pour rendre content mon utilisateur, mon voyageur de la SNCF qui n'aime pas les sandwichs en plastique, qu'est-ce que je pourrais faire ou comment, voilà. Et on se pose une question, il faut qu'on choisisse quel est le problème que l'on va résoudre. Et c'est ce qu'on appelle la question CPO, en anglais le HMW, how might we, comment pourrait-on améliorer l'expérience de notre utilisateur dans ce domaine. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut faire un choix éditorial, comment pourrait-on résoudre mieux ce problème-là de notre utilisateur. Donc, j'ai étudié mon utilisateur, j'ai exploré, j'ai défini la question que je vais traiter, qui va faire l'objet de ma recherche et de mon innovation. Donc voilà, j'ai la question, comment pourrait-on améliorer l'expérience gastronomique de notre voyageur sans plomber les comptes de la SNCF? Vaste question. Donc à partir de cette question bien identifiée, on va derrière réouvrir et manager avec un certain nombre de techniques une phase d'idéation. C'est-à-dire qu'on va explorer différents types de solutions qui nous permettraient de répondre à la question. Et le but du jeu, dans cette partie d'idéation, et là encore, il y a des techniques, des manières de gérer des ateliers d'idéation pour explorer
depuis les idées les plus farfelues aux idées les plus concrètes, mais différentes façons, c'est un moment où on explore le champ des possibles pour les solutions. À l'issue de cette phase d'idéation, eh bien, on remet une couche de rationalité. Hein. On est là pour résoudre un problème de business. On va mettre en place une matrice de choix, des critères de sélection de toutes ces idées pour résoudre la question posée. Comment est-ce qu'on va choisir l'idée ou les deux idées que l'on va poursuivre, que l'on va tester, que l'on va développer pour les tester auprès des utilisateurs. Donc, comment pourrait-on améliorer l'expérience de notre utilisateur dans ce domaine? Recherche de solutions, phase d'idéation, et ensuite une matrice de sélection pour choisir les idées sur lesquelles on va travailler. Nous pouvons avancer. Voilà. Eh bien, une fois qu'on a choisi ces idées, là, je vous ai mis deux petites images très différentes l'une de l'autre, mais on va se poser la question de transformer l'idée que l'on a choisie dans quelque chose que l'on va pouvoir confronter aux utilisateurs. Et alors, prototyper, c'est vraiment… Alors, je crois qu'il y a des personnes qui font de l'IT dans le public. Alors, un prototype d'application, on voit tout de suite ce que ça peut être. C'est pour ça que je vous ai mis un petit… On peut faire des prototypes d'application sur un téléphone avec des feuilles de papier. On simule l'application que l'on va développer, ce qui nous permet déjà de voir comment les gens comprennent notre application. C'est-à-dire qu'un prototype, je ne construis pas le produit, j'en construis une ébauche. C'est-à-dire très rapidement, à moindre frais, avec une fidélité moyenne, mais je teste mes hypothèses de fond de ma solution le plus vite possible auprès des utilisateurs. À gauche, vous voyez, là, vous avez un prototype, c'était le test d'un nouveau service d'accueil dans un hôpital où on a simulé les nouveaux parcours utilisateurs, comment prendre en compte les visiteurs qui viennent voir des gens malades. D'accord ? Quelle est la zone de stress qu'ils ont, où est-ce qu'ils ont besoin d'informations. Donc, vous voyez que prototyper, ça peut prendre toutes les, je dirais, toutes les formes possibles. L'objectif, c'est que on peut tester le plus vite possible notre idée de solution vis-à-vis des utilisateurs. Pour vous donner un dernier exemple, dans le monde bancaire, on a testé avec des jeux de Lego. Et sachez que Lego a d'ailleurs développé maintenant toute une gamme de produits professionnels pour faire du prototypage d'espaces publics. Et donc, on a testé ce que pouvait être une agence bancaire avec une manière d'organiser les espaces, manière de prototyper du Lego. Je dois avouer que quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire parce que j'ai été élevé au Lego dans mon enfance et de voir qu'aujourd'hui, Lego a toute une gamme de produits professionnels où on mélange cette nécessité de prototyper avec un côté un petit peu ludique. Et si nous pouvons continuer à avancer, Guillaume, merci. Donc, but du jeu de mon prototype, c'est de ne pas attendre 6 mois, 1 an avant que de présenter mon idée à des utilisateurs. Dans le design thinking, je pars de l'utilisateur et j'essaie d'y revenir le plus vite possible. Donc, on va confronter le prototype aux utilisateurs pour recueillir du feedback, les retours. Qu'est-ce qui a marché dans ce que je vous propose dans le prototype? Qu'est-ce qui a marché? Parce que ça va me donner des indications sur mon développement. Qu'est-ce qui peut être amélioré? Sous-entendu, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? D'accord? Parce que c'est là, ça nous donne des points d'amélioration. Est-ce que ce que je vous présente dans mon prototype de service ou d'offre, est-ce que ça amène des questions, des choses qui ne sont pas claires pour vous? Ça veut dire qu'il va falloir que je réfléchisse dans la manière de packager mon service. Et peut-être que les utilisateurs vont dire, mais attendez, vous faites ça, mais vous pourriez aussi inclure telle ou telle chose. C'est-à-dire que on est dans le design thinking, on utilise beaucoup le terme co-construction. Et en vérité, c'est dans ces phases de prototypage et de test que l'on travaille beaucoup à prendre du retour. Et pour finir, une fois que l'on a fait cette phase de test, eh bien, on va itérer, c'est-à-dire, attention, voilà, on va itérer, c'est-à-dire qu'on va peut-être faire, en fonction des retours, test 2, test 3, et au fur et à mesure, on va affiner, on va être très, très progressif, très itératif dans la construction de notre solution. Voilà, nous pouvons donc en effet avancer. Maintenant, avant que de dire, OK, c'est très bien Emmanuel, on a compris, on part de l'utilisateur,
on comprend en vérité son contexte, son environnement, ce qu'il vit, son expérience. À partir de là, eh bien, on va choisir comment créer de manière innovante de la valeur pour améliorer son expérience. Et on va faire de l'idéation pour chercher, explorer des pistes, pour pouvoir identifier des pistes viables que l'on va prototyper et tester le plus vite possible. Donc, il y a une méthodologie projet avec une certaine modélisation, un certain formalisme et des livrables intermédiaires. On a compris. Si on veut faire ça chez nous, parce qu'on parle de frugalité, on parle il faut innover, il faut se renouveler, et de toute façon, je dirais, c'est la vie du business, on fait comment? D'accord? Donc, première chose, c'est quand on met en place un projet de design thinking, ça peut être dans des grandes entreprises, ça peut être dans des départements internes, ça peut être dans des PME. Vraiment, aujourd'hui, mon expérience et puis mon observation fait que on peut l'utiliser. Même, je vois des cabinets d'avocats avec 3 ou 4 avocats travaillent en mode design thinking. Première chose, quand on monte une équipe de design thinking, c'est qu'il faut avoir des gens qui ont chacun des profils différents. Pourquoi? Parce que si on se met à les 3 marketeurs à penser à l'innovation, on va penser comme des marketeurs. Mais il y a peut-être d'autres gens qui peuvent nous apporter des choses, des gens qui sont en relation client, des gens qui fabriquent le produit. Tous les gens qui ont une part de la compréhension de ce que c'est que l'expérience de l'utilisateur sont bienvenus. Et donc, on insiste beaucoup sur cette notion de il faut mixer les profils, des gens de la finance, du juridique, de la relation client, de la vente, du marketing. Peu importe, il faut avoir véritablement un croisement d'expériences. C'est ce qui permet de faire de la créativité. D'accord? Donc, idéalement, un groupe de projets de design thinking, l'équipe idéale, le noyau dur, entre 4 et 8 personnes, ils peuvent faire appel à des expertises à l'extérieur, à des gens qui vont pouvoir les aider quand ils ont certaines questions qui se posent, mais une équipe concentrée, ne le prenez pas comme une règle d'airain que je vais écrire dans le marbre, mais c'est vraiment la taille idéale pour faire fonctionner de manière dynamique un groupe de design thinking qui peut associer à différents étapes du projet d'autres personnes, des utilisateurs, des décideurs, des experts dans certains domaines, mais vraiment, c'est la taille idéale. Parce que sinon, on prend le risque, si on n'est pas assez nombreux, on se coupe, somme toute, de créativité. Quand on va explorer des solutions, eh bien, ça serait dommage de se couper d'un réservoir d'idées que d'autres personnes peuvent avoir, et si elles n'ont pas été invitées dans le groupe, on ne les aura pas. Or, l'idée est quand même, à un certain moment, d'explorer. Si on est trop nombreux, on entre dans des questions de dynamique de groupe qui font que ça se ralentit. Or, quand on gère un projet de design thinking, on essaye de mettre, je dirais, du timing et du rythme. Il faut vraiment travailler de manière un peu soutenue pour pouvoir véritablement délivrer un produit fini, un résultat, un livrable en termes d'innovation, en termes de résultats de projet de façon efficace et dans un temps imparti. D'accord? Et donc, et je répéterai une dernière fois une chose, cher Guillaume, Dame Ned. Est-ce que nous pouvons revenir, Guillaume, au slide? Ça arrive. Avant. Voilà. Et je répétais une dernière fois, multidisciplinarité. Parce que plus on a des angles différents de compréhension et d'idéation par rapport à un problème, eh bien plus on se donne des chances en croisement, transversalité, de mettre la main sur des innovations qui percutent. Et quand on voit l'histoire des innovations, c'est souvent comme ça que ça a pu arriver. Pour avancer. Donc, une équipe. 2, c'est une méthodologie de projet. Vous pourrez voir, il y a différentes manières de formaliser, mais la démarche de fond du design thinking, c'est vraiment 2 grandes étapes. On travaille sur la problématique. Quel est le problème de mon utilisateur? Comment il le vit? Quelle en est son expérience? Quel est son parcours utilisateur par rapport à la situation? Pour choisir un axe d'amélioration, un axe d'innovation. Et à droite, une fois qu'on a choisi cet axe, on va réfléchir à quelles seraient
comment pourrait-on améliorer, comment pourrait-on innover pour améliorer la vie de mon utilisateur. Et quand on a identifié là où les solutions possibles, on prototype, on teste et on itère. Donc voilà, grosso modo, c'est ce qu'on appelle le double diamant du design thinking, si ce n'est que on formalise et il y a étape par étape un certain nombre de livrables. Et donc une équipe, une méthodologie projet, et donc et dernier point aujourd'hui, Guillaume, c'est qu'il y a cette discipline de design thinking, c'est structuré, c'est beaucoup développé, c'est beaucoup enrichi, et aujourd'hui, on a des outils à disposition qui nous permettent de gérer l'ensemble du cycle de vie du projet, hein, avec des plateformes collaboratives qui vont nous aider à faire travailler ensemble, parce qu'on n'est pas toujours forcément tous au même endroit. On peut faire appel à des intervenants invités par rapport à certains types de sessions. Donc l'idée d'avoir des plateformes collaboratives qui nous permettent de gérer, de créer, de partager, de diffuser les différents livrables du projet sont très importants. Donc il y en a un certain nombre. Et moi, là, je voulais vous présenter Evolt, qui est une société française qui a véritablement vient du monde du design thinking et a pensé une plateforme qui nous permet de créer. Alors, les différents types de livrables, tu peux les lister tous comme ça. Tous ces livrables que vous voyez ici sont des livrables qui interviennent à différents moments du projet pour nous aider à structurer. Hein, le user persona, c'est essayer de comprendre l'utilisateur, son contexte, son expérience, ce qui l'irrite. Des outils de brainstorm qui vont permettre de gérer, de dynamiser l'idéation et d'explorer de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus riche le champ des possibles. Et ensuite, tous les éléments de test. Donc, au travers d'une plateforme, en vérité, ça devient notre outil projet. Donc, il y en a d'autres, il y a des outils américains, il y a des outils un peu dans tous les sens. Mais ça, je trouve qu'il y a un intérêt fort sympathique, même si c'est en anglais. C'est vraiment une boîte française et qui d'ailleurs travaille avec pas mal de grands groupes hein, en France et à l'international. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont fait l'effort d'angliciser les choses. Mais voilà, il y a des… Donc, quand on lance un projet, c'est une équipe concentrée, réduite, je dirais, de la méthodologie de projet qui existe, qui est formalisée, à laquelle on peut se former, et trois, utiliser des outils qui vont nous permettre de, quand on lance un projet, ce n'est pas pour 10 ans, un projet, il doit avoir un cycle de vie, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour pouvoir dégager de l'innovation et derrière pouvoir être avec un time to market qui nous intéresse. Voilà. Et donc, pour finir tout ça, ben, c'est pour ça qu'on a comment dirais-je, bâti un programme de formation hein, au sein de Vaelia hein, qui se déroule alors sur des ateliers en classe virtuelle sur 2 journées, mais qui nous permettent de parcourir, de se former à vraiment cette méthodologie de projet et à savoir je dirais, l'animer et la mettre en œuvre au sein de son entité. Que ça soit, et là je vais prendre volontairement des champs très larges, je vous ai parlé d'un bureau d'avocats avec 3 avocats et 4 assistants. Ça peut être une direction des ressources humaines qui veut mettre en place des nouveaux outils de travail collaboratif en temps de télétravail. Ça peut être de l'innovation sur le produit. C'est beaucoup, en effet, dans le monde du développement de nouvelles applications. Dans l'univers digital. C'est aussi la gestion d'espace dans des boutiques, dans des hôpitaux, dans la fonction publique. Donc voilà, dans tous ces domaines-là, le but du jeu de cette formation, c'est de pratiquer. Hein, c'est au travers d'ateliers pratiques, de parcourir l'ensemble de la méthode pour pouvoir se l'approprier et en vérité, derrière, pouvoir gérer ou mettre en œuvre avec de l'aide ou des consultants ou des ressources en interne un projet de design thinking. Excusez-moi, je m'emballe, mais j'adore mon sujet. Voilà. Comme vous avez pu le voir, on est vraiment sur une approche globale au niveau du design thinking. Ce n'est pas un vœu pieux. On est vraiment sur une méthode de travail qui est basée sur beaucoup d'autres référentiels. C'est vraiment la rencontre des meilleurs des mondes avec une solution qui est plutôt très souple. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant.
Et de là, nous, on a identifié, comme vous avez pu voir, un outil, mais surtout, on a défini avec Emmanuel un parcours de formation qui est là pour accompagner les équipes à monter en compétences et à devenir autonomes sur ces premiers pas. Parce que clairement, la méthode Design Thinking, c'est quelque chose auquel il faut croire, il faut pouvoir la mettre en place et l'utiliser chez soi. C'est quelque chose, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais il faut vraiment faire attention de pouvoir se rappeler les bonnes étapes. Il y a des étapes qu'il faut pas oublier, parce que sinon, on part sur, on dérive de la méthode et on perd de l'efficience. Donc c'est une méthode à la fois très souple et très contraignante, dans le sens qu'il faut bien penser à ces étapes d'allitération, de revue de projet. C'est vraiment très organisé et organisant dans une structure. Est-ce que vous auriez des questions? Des questions sur la méthode, sur les outils, sur le parcours ou des exemples? Alors, j'ai monsieur Boursier qui me pose la question, c'est est-ce qu'on peut innover dans tous les secteurs d'activité? Pour toi, Emmanuel, est-ce qu'on peut innover dans tous les secteurs d'activité? Jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucun contre-exemple par rapport à cette notion d'innovation. Au contraire, je suis à chaque fois, en vérité, épaté et bluffé de voir, en vérité, dans quel domaine on peut innover. Je dirais, dès qu'il y a de l'activité humaine qui met en interaction, je produis un service, une offre, et j'ai une audience qui va la recevoir, qui va vivre avec, eh bien, je dirais, il y a une capacité d'innovation. Je mets de côté la partie innovation technique. Guillaume a parlé des poils Tefal tout à l'heure, qui est tout un champ très, très, très noble, très honorable. Mais nous, on est vraiment là pour tout ce qui est, je dirais, c'est l'utilisateur. Dans l'interaction avec l'utilisateur, à ma connaissance, je vais vous donner des exemples. La police utilise le design thinking pour savoir comment mieux gérer l'accueil des personnes qui ont été agressées. D'accord? Quelles sont les zones de stress? Les hôpitaux, la fonction publique. Il y a des grandes banques, c'est intéressant, une grande banque en France qui a ouvert tout un département interne de chefs de projet de design thinking, et ils se servent de cette ressource interne de gens qui maîtrisent la méthode, mais pour soit des problématiques clients, soit pour des problématiques de ressources humaines en interne. Donc, c'est en disant, voilà, c'est une boîte à outils, et derrière, ben, tous les champs d'activité que l'on a peuvent être travaillés. Je vous ai parlé des avocats, mais je pourrais vous parler, je dirais, ben, en vérité, je n'ai pas encore trouvé de contre-exemple. Voilà. Donc la réponse est oui. D'accord. Merci Emmanuel. Donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est vraiment quelque chose qui est utilisable partout et par tous et partout, sans un investissement qui soit énorme. Le prix d'entrée dans cette méthode de travail est plutôt simple. Quelque part, c'est un livre, une formation, la mise en place d'un outil, et quelque part, et une équipe soudée et motivée pour travailler là-dessus. Moi, je vais finir sur notre intervention sur cette note d'espoir et d'optimisme en disant que le design thinking ce sera la nouvelle méthode de travail, de création de valeur dans les entreprises. Mais quand je dis entreprise, c'est toute entreprise, hein, de la boulangerie du coin en passant par le grand groupe industriel. Et on vous souhaite de bientôt vous voir en formation, de revenir vers nous si vous avez des questions. Avec Emmanuel, on fera un plaisir de vous accompagner et de vous répondre à vos questions. On vous remercie. Merci à tous. Au revoir.